Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, je vous propose de commencer ce cours, cette leçon. D'abord, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux pour 2010, vous remercier pour votre fidélité à ces présentations. Espérer que je ferai mieux en 2010 que 2009, c'est-à-dire de faire des présentations peut-être un petit peu plus courtes et qui offrent plus d'opportunités pour des discussions à la fin. Je ne suis pas sûr de pouvoir vous garantir de maintenir ces bonnes dispositions très, très longtemps, mais je ferai des efforts, je vous promets. Donc, ce quatrième cours, en fait, dans le cadre général du thème de cette année, qui était sur les symbioses microbiennes prises dans un sens relativement large, va porter sur les biofilms, c'est-à-dire sur la vie microbienne en communauté. Et lors de la précédente présentation, avant Noël, j'avais déjà passablement introduit, je pense, le sujet en faisant cette présentation ou cette synthèse sur ce qu'on avait appelé le quorum sensing, et vous verrez que c'est un thème qui va revenir assez régulièrement dans cette présentation. Donc le titre, c'est « La vie bactérienne communautaire, l'union fait la force », et vous verrez la raison pour laquelle j'ai mis ce titre, et le titre en latin au-dessous traduit à peu près le même sentiment par rapport au fait qui est illustré dans cette première diapositive, qui est un peu un changement d'emblée de notre façon ou de votre façon de considérer le monde microbien. On a tendance, nous en tout cas les scientifiques microbiologistes à la paillasse, à considérer les bactéries comme une suspension de micro-organismes dans un milieu liquide, de préférence cultivable, sinon ça rend la vie un petit peu difficile. Et en réalité, la vie microbienne réelle sur la planète, c'est une vie communautaire avec des communautés complexes, plurimicrobiennes, alors que nous, généralement, on se contente d'un micro-organisme pour faciliter nos travaux, qui adhèrent à des surfaces. Donc on est dans un concept totalement différent par rapport, finalement, intuitivement, à la façon dont on considère la microbiologie classiquement. Et c'est ce que dit Roberto Colter, qui est un ami d'ailleurs et microbiologiste, qui est l'actuel président de l'American Society for Microbiology, qui est un généticien renommé dans le domaine des biofilms. Il dit « Certainly we felt that pure planktonic cultures were the only way to work ». Ce cas, pour nous, c'est une pierre dans notre jardin, si je puis dire. Yet in nature, bacteria don't live like that. In fact, most of them occur in mixed surface dwelling communities. Et ça, je pense que ça résume très précisément ce que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc avec cette structure de présentation maintenant habituelle, c'est-à-dire une présentation relativement générique où je vais essayer de vous donner les grands traits de cette problématique des biofilms en insistant, compte tenu de la nature de la chair, sur les aspects médicaux et les implications médicales que peuvent avoir les biofilms. Et puis ce cours sera illustré en point d'orgue, si je puis dire, par un séminaire par le docteur Jean-Marc Guigaud, qui est d'ailleurs ici déjà présent dans la salle, qui est un généticien travaillant à l'Institut Pasteur, spécialiste français, je dirais mondial, de la problématique des biofilms, et qui concentrera sur un aspect sur lequel je vais revenir et qui répond plus précisément à ces travaux. Donc on va tourner autour de ces notions et commencer bien entendu par une définition qui est une définition finalement relativement descriptive et opérationnelle. Le biofilm, tel qu'on va le mentionner très régulièrement maintenant, c'est une communauté de micro-organismes, des bactéries bien entendu, mais c'est élargi très, très fréquemment à des champignons par exemple, et on verra à la fin si on peut élargir éventuellement ce concept à d'autres micro-organismes. Donc cette communauté de micro-organismes, elle est fixée à une surface. On reviendra sur la nature de la surface, et elle est maintenue, rendue cohérente par ce qu'on appelle une matrice adhésive, qui est en même temps une espèce de gangue de protection de ce biofilm. Et à l'arrivée, même si c'est peut-être une vision un petit peu simplifiée des choses, on se trouve avec une structure qu'on représente très généralement comme une surface, qui, dans la définition initiale, était une surface abiotique, mais on verra que le concept peut être un petit peu élargi.
et puis ces structures qui ressemblent à des champignons, en fait, avec un pied ancré sur la surface, et qui sont finalement la structure de cette communauté microbienne qui vivent à l'intérieur de ces espèces de ballons comme ça accrochés. Ce n'est pas totalement innocent, car fort probablement, telles que ces structures se sont développées dans l'évolution de ces communautés, cet espace ici permet le flux d'air, de liquide, de nutriments sur lesquels ces micro-organismes qui vivent dans ces communautés qui forment le biofilm vont se nourrir, respirer et ainsi de suite. Donc vous gardez d'emblée un peu ce schéma général des biofilms, même si leur aspect va changer, parce que parle là de structures qui sont des structures microscopiques. Il faut les révéler, bien entendu, par une analyse microscopique. Les biofilms sont ubiquitaires. Encore une fois, c'est le mode de vie important des micro-organismes sur la planète. Ils concernent le monde animal, le monde végétal, minéral, aquatique, et j'ai rajouté technologique, car, vous le savez peut-être, c'est un problème majeur dans un certain nombre de technologies. Je vais y revenir très très rapidement. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que la structure telle qu'on la voit là, figée dans cette image, c'est en réalité une structure très dynamique qui vit, puisque les micro-organismes, pour la plupart d'entre eux à l'intérieur, sont vivants, et qui va subir un certain nombre de modifications au fil du temps, pas uniquement un accroissement en taille, mais aussi une réduction, pas toujours globale à certains endroits. On y reviendra, c'est quelque chose de très très dynamique, et ça crée, en médecine en particulier, des problèmes très très importants. Alors leur effet biofilms, le terme a d'emblée une connotation relativement négative, parce qu'on en a vu essentiellement les effets négatifs jusqu'à présent, à la fois du fait de la médecine, on en reparlera encore, les infections hospitalières, nosocomiales sur les dispositifs invasifs, ce sont des biofilms en fait, qui se développent sur des corps étrangers introduits dans l'organisme. Dans le monde technologique, l'obstruction des pipelines de pétrole est très régulièrement liée au développement de biofilms, de micro-organismes à l'intérieur de ces conduits, ce qui va amener à des réductions de flux et à un certain nombre de complications techniques que les gens du monde du pétrole connaissent très très bien. Mais le développement de biofilms sur la coque des bateaux, par exemple, représente une réduction de glisse importante et un problème économique pour les compagnies maritimes. Donc le domaine, il est extrêmement large. Et encore une fois, il est perçu sur un mode généralement négatif. Je pense qu'il faudrait aussi essayer de faire émerger quelques effets positifs. Ça permettrait d'équilibrer un petit peu les choses et les concepts. Alors, vous savez que j'essaye toujours de mettre une petite note historique au démarrage de ces présentations. Donc j'ai essayé de trouver quel était le scientifique qui pouvait être reconnu ou auquel pouvait être attribuée la paternité du concept de biofilm, même si le mot n'était pas à l'époque prononcé. Et je pense que quand on fait la littérature et les revues sur le sujet, tout le monde a l'air de s'accorder sur le fait que c'est le scientifique et microbiologiste, en fait néerlandais, Anthony van Leeuwenhoek, qui en 1683, à partir d'un grattage en fait, de sa propre surface dentaire, on n'appelle pas encore ça la plaque dentaire à l'époque, a mis ça sous cet instrument ici, qui pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu est un microscope. C'est d'ailleurs un petit peu difficile quand on le regarde de se figurer exactement où était l'objectif et la loupe. En fait, elle était, excusez-moi, voilà, elle était ici, avec ici un dispositif de vis qui permettait la mise au point. Enfin, c'était déjà un système extrêmement élaboré. Et grâce à cela, il a pu observer et commencer à faire une espèce de systématique de ce qu'il appelait les animalicules, c'est-à-dire ces micro-organismes qu'il observait grâce à ce microscope très rudimentaire et qui faisait partie en fait de cette surface de ses dents. Donc c'est la vision historique ici de la plaque dentaire d'Anthony van Leeuwenhoek, et il est généralement, encore une fois, considéré comme le père de cette notion. En fait, il a fallu attendre 250 ans pour que les choses prennent un petit peu corps en termes, encore une fois, de concepts. Et j'ai essayé de sortir un peu les grandes étapes, et éventuellement, Jean-Marc, tu pourras me corriger s'il y a des choses que j'ai omises en cours de route. Kalakian et Heller, en 1940, observent ce qu'ils ont appelé l'effet de bouteille. C'est un peu étonnant d'ailleurs de se dire en 1940, le monde était en train de prendre feu, il y avait deux scientifiques qui plongeaient des bouteilles dans l'eau de mer pour voir si les bactéries s'accrochaient dessus.
on a de temps en temps des choses un peu paradoxales. Donc ce qu'ils ont montré à cette époque-là, c'est que la fourniture d'un substrat solide auquel les micro-organismes marins peuvent s'attacher augmentait à la fois la croissance et l'activité métabolique de ces micro-organismes. Donc ça, c'était vraiment une des premières observations. Et puis Zobel, en 1943, observe en fait que s'il compare des surfaces, donc statiques, et les micro-organismes qui sont présents dilués en suspension dans l'eau de mer, les quantités, les concentrations de micro-organismes observées sont bien plus importantes pour ce qui concerne celles qui sont fixées à ces substrats par rapport à celles qui sont en suspension dans l'eau. Et puis les choses, bien entendu, se développent. Jones, en 1969, fait peut-être la première observation complémentaire importante sur tout ça. C'est-à-dire qu'il travaille sur des filtres de stations d'épuration d'eau qui, comme vous l'imaginez, sont le paradis pour formation de biofilms. Et il fait à la fois une étude de microscopie à transmission classique avec fixation et marquage par le tétraoxyde d'osmium, mais en plus il rajoute ce qu'on fait nous d'ailleurs régulièrement pour regarder les sucres de surface des micro-organismes, du rouge de ruthénium qui se fixe au sucre. Et ce qu'il montre à ce moment-là, c'est qu'autour de ces micro-organismes qui constituent la structure de ce qui n'était pas encore appelé biofilm, mais qui correspondait à ces communautés microbiennes, on pouvait voir une masse très très importante de sucre, de polyosides marqués par ce rouge de ruthénium. Et de là l'idée, encore une fois, que cette communauté microbienne qui se formait, qui adhérait à ce substrat, à cette surface, était à la fois des microbes et une matrice polyosidique qui permettait la mise en cohérence de toute cette structure. Et puis les choses se précisent, bien entendu, avec le temps, on se rapproche de l'époque actuelle. Characlis, en 1973, démontre une chose importante sur laquelle on va revenir, bien entendu, c'est que ces fameux dépôts microbiens, on appelait ça dépôts microbiens éventuellement à l'époque au sein des conduites d'eau, par exemple, dans les systèmes industriels qui posaient de plus en plus de problèmes, étaient tenaces et résistants aux désinfectants. Donc l'impression que ces communautés microbiennes qui empoisonnaient la vie des gens dans ces systèmes industriels étaient plus résistantes à des agents anti-infectieux, en particulier à des désinfectants, que les mêmes bactéries mises en suspension et exposées à ces agents antibactériens. Mais si on veut essayer finalement de cristalliser un petit peu les choses et de chercher quel est le scientifique qui peut-être a finalement clairement conceptualisé tout ça, je crois que c'est Costerton, Bill Costerton, à la fin des années 70, 1978, qui a fait à ce moment-là une espèce de revue de toutes les situations possibles, en tout cas sous les sujets de ses propres recherches, où la notion de communauté microbienne associée donc à ces structures polyosidiques pouvait se retrouver, de la plaque dentaire jusqu'aux communautés microbiennes sessiles qui sont accrochées aux rochers dans les torrents de montagnes, puisque je pense qu'il était déjà à cette époque-là dans le Montana. Et c'est lui qui vraiment a proposé clairement la théorie dite des biofilms, dans d'ailleurs un papier qui s'intitulait « How Bacteria Stick » dans le Scientific American en 1978. Donc c'est là qu'est né vraiment ce nom. Et en plus, avec la magie des mots, biofilm, très vite, les choses se sont organisées autour de ça. Alors, pour ce qui nous concerne en termes, disons, microbiologie et maladies infectieuses, qui est le thème de cette chaire, la perception de l'importance des biofilms microbiens en médecine a été, moi j'ai vraiment vécu cette période, puisque j'ai commencé à m'intéresser à la physiopathologie des infections à la fin des années 70. L'époque était vraiment très dominée par tout ce qui était la plaque dentaire, pour ce qui concernait les aspects médicaux, la compréhension de la mise en place de cet enduit dentaire riche en bactéries, riche en substances matricielles, la carie dentaire avec des travaux sur la mise au point de vaccins contre la carie dentaire. Tout s'est concentré au démarrage sur cette notion. Et puis peu à peu, c'est élargi à d'autres aspects de la médecine, mais je pense que l'aspect biofilm, plaque dentaire a été quelque chose de très très important dans la réflexion générale et l'introduction du monde médical à tout ça. Donc, juste
de façon comme ça imagée pour réinsister sur le fait que le biofilm, c'est sinon le mode de vie majoritaire des micro-organismes dans la nature, et on va retrouver, sous des formes variables, cette notion de biofilm dans des tas de circonstances que j'ai un peu illustrées ici. Là-haut, vous avez ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ces tuyaux qui sont peu à peu bouchés par ces structures ici, qui en réalité correspondent à des colonies microbiennes qui se sont développées au sein de cette matrice, et au sein de cette matrice se sont fixées éventuellement des particules organiques, des particules inorganiques, de la silice, des particules métalliques éventuellement, et peu à peu, alors que c'était quelque chose de très vivant, de microbiologique, ça devient quelque chose de relativement statique et minéral qui va finir par bloquer complètement le flux à l'intérieur de ces tuyauteries. Si on parle toujours de tuyaux, on peut parler de cathéters, qui sont des dispositifs qu'on introduit donc dans une veine ou éventuellement dans d'autres sous d'autres formes dans l'organisme. Et vous voyez ici une culture de staphylocoque qui est en train de se former au bout de quelques heures en fait, à la surface d'un cathéter, et on reviendra sur cette notion d'efficacité et les raisons pour lesquelles on peut assister aussi rapidement à cette colonisation des surfaces étrangères dans notre organisme et à la formation de ces biofilms. La plaque dentaire, je n'y reviens pas, simplement pour vous montrer la diversité, en tout cas en aspect, en forme de ces micro-organismes, et tout ça correspond en fait à des sucres, à des polyosides qui assurent encore une fois le maintien de la structure de biofilm. Alors ici, c'est un autre exemple, c'est Bacillus subtilis sur une racine d'Arabidopsis, c'est plutôt ici dans un contexte expérimental, mais vous voyez qu'autour de cette racine, qui autofluoresce ici en rouge, parce que ces particules organiques généralement autofluorescent, vous voyez ici que ce Bacillus subtilis qui exprime la GFP s'organise véritablement en structures tout à fait semblables et qui correspondent en fait à des biofilms, avec éventuellement, peut-être là, un des exemples d'un aspect positif des biofilms, puisque vous savez que il y a des symbioses microbiennes entre microbes et plantes qui permettent de respirer les nitrates, d'aider, de soutenir la croissance des plantes. Donc on est là dans le type de modèle positif des biofilms, tel que je mentionnais tout à l'heure. Il faudrait peut-être travailler, enfin en tout cas mettre plus en avant ce type de notion positive. Donc c'est présent aussi dans le monde végétal. Et puis peut-être, et puis on parlera ensuite essentiellement d'aspects médicaux, quelque chose qui, moi, je trouve extrêmement émouvant, c'est le rôle des bactéries finalement dans l'évolution de la planète. Ce que vous avez en bas ici, c'est une coupe d'une structure de calcaire. Et en fait, tout ce que vous voyez ici, ces traînées brunes, correspondent, on parle d'1 milliard d'années ici, correspondent à des biofilms microbiens et essentiellement à des biofilms liés à la présence de cyanobactéries. C'est-à-dire qu'on pense à l'heure actuelle qu'il y a environ 1 milliard d'années, l'atmosphère de la Terre et de la planète était totalement saturée en CO2. C'était autre chose que l'effet de serre dont on parle à l'heure actuelle. C'était 100% de CO2 ou presque. Et la vie sur la Terre, en tout cas la vie complexe, multicellulaire, n'a pu apparaître qu'à partir du moment où cette concentration massive de CO2 a été réduite et où est apparue, bien entendu, l'atmosphère riche en oxygène et en azote que nous connaissons à l'heure actuelle. Et en fait, il semble qu'une grande partie de cette disparition du CO2 a été liée finalement de formation de puits à CO2, comme on dit maintenant en écologie, a été liée justement à la capacité de ces micro-organismes, ces cyanobactéries, de se développer sur des surfaces, essentiellement probablement marines à cette époque, l'absorber le CO2 et d'absorber d'ailleurs en même temps du calcium et de réaliser ces concrétions en fait, calciques, carbonées massives qu'on peut observer encore à l'heure actuelle, les montagnes dolomitiques par exemple, ou ces pics magnifiques qu'on voit en Chine à Guilin, sont en fait des résidus de cette formation de concrétion calcaire
liées à ces étapes successives de formation de biofilms, d'acquisition du CO2, de cristallisation avec le calcium et ainsi de suite. Et ce qui est assez émouvant, c'est qu'il existe encore quelques zones sur la planète, en particulier ce qui s'appelle Stark Bay en Australie, où sont présentes ce qu'on appelle des stromatolithes, c'est-à-dire des structures sur lesquelles sont à l'heure actuelle, en temps réel, en train de se former ces biofilms de cyanobactéries qui vont fournir dans 1 milliard d'années les structures calcaires qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc il y a encore de ce type d'activité, même si, bien entendu, la richesse en CO2 de l'atmosphère a considérablement diminué. Donc le biofilm microbien, c'est quelque chose qui traverse le temps, qui traverse l'espace sur notre planète et qui vraiment a joué et joue encore un rôle très très important. Alors ça, c'est simplement donc pour illustrer ce qui était sur la diapositive précédente. Comme d'habitude, le cours sera mis sous forme d'un fichier PDF sur le site du Collège de France. Et donc, vous avez ici un certain nombre de revues ou d'articles originaux qui résument un petit peu ces aspects très, très divers du biofilm. Alors, si on revient un peu à cette notion initiale dont je vous ai parlé, qui est celle de bactéries qu'on envisage, nous, généralement, en tant que microbiologistes, comme finalement ayant un mode de vie nomade, qu'on appelle maintenant planctonique. Je vous ai dit que ça n'était pas finalement probablement la règle dans la nature. Donc on envisage de plus en plus cet autre mode de vie microbienne qui est, elle, sédentaire, qui concerne les biofilms et qui donc représente en tout cas des deux grands modes de vie des organismes unicellulaires. Donc c'est un modèle finalement de vie microbienne qui est ancien, qui est essentiel au cycle de vie des prokaryotes et qui est prévalent, bien entendu, ou plus prévalent dans certains environnements que dans d'autres, en particulier dès qu'on a une certaine hostilité du milieu, en température, en acidité, en manque d'oxygène, on va se retrouver avec des bactéries qui vont finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, l'union fait la force, presque par la force des choses, elles vont s'organiser en communauté de façon à survivre à ces conditions difficiles. Donc, la structure et la physiologie du biofilm donnent aux micro-organismes qui les constituent des conditions d'organisation sociale qui sont, sans vouloir non plus exagérer la comparaison et le trait, un peu une tentative par le monde prokaryote d'une organisation multicellulaire telle qu'on la voit, bien entendu, dans les êtres eucaryotes multicellulaires supérieurs. Donc, de plus en plus, la notion de biofilm, je disais tout à l'heure qu'il fallait la voir sur un mode relativement dynamique, elle est à considérer effectivement dans une sorte de cycle où on va avoir des micro-organismes en état nomade, planctonique, venir coloniser une surface. Le biofilm va se mettre en place, mais le devenir naturel de ce biofilm à un moment ou à un autre, c'est de relâcher, de renvoyer un certain nombre de ces micro-organismes composants dans la circulation, quelle que soit la nature de l'environnement, de manière, entre guillemets, à ce qu'ils puissent retourner coloniser d'autres sites et que le processus, s'il est favorable à la vie de ces micro-organismes, puisse se pérenniser. Donc il faut vraiment d'emblée, et Jean-Marc reviendra là-dessus, voir tout ce concept sur un mode extrêmement dynamique et pas simplement une structure statique, définitive, à la surface, quelle qu'elle soit, sur laquelle ce biofilm a commencé à se développer. Donc, si on essaye de revenir une seconde sur les définitions, deux critères, on l'a dit depuis tout à l'heure, qui restent largement, encore une fois, morphologiques et descriptifs. La constitution d'une communauté mono- ou polymicrobienne au niveau d'une surface solide, qui inclut en médecine, pour en parler tout de suite, les surfaces de l'émail dentaire, on l'a dit, des corps étrangers, des prothèses, des valves artificielles cardiaques, des cathéters, tout ça, ce sont des paradis pour le développement de biofilms, et sur laquelle donc ces micro-organismes acquièrent cette structure tridimensionnelle, bien entendu, dans l'organisation collective dont on a déjà parlé. Mais le deuxième paramètre, bien entendu, c'est l'association à la formation par ces micro-organismes d'une matrice extracellulaire qui est constituée de polymères complexes.
Ce qu'on appelle très souvent EPS, c'est-à-dire Extracellular Polymeric Substance, ce sont surtout des sucres, des polyosides, parfois très complexes, et éventuellement de l'ADN, mais on y reviendra. Alors, ce qui est très difficile, au début, on se disait ça va être simple, on va pouvoir définir finalement sur un mode d'expression génique ce qu'est le profil, par exemple, transcriptionnel de bactéries planctoniques par rapport au profil transcriptionnel de bactéries à l'état de biofilm, à l'état donc de fixation sur une surface, sur un substrat. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela, dans la mesure où il est très difficile, enfin, Jean-Marc, éventuellement tu me corrigeras ou tu reviendras là-dessus, de véritablement donner une signature transcriptionnelle sur une communauté microbienne dans un biofilm et de dire ça, c'est un profil d'expression génique qui correspond à une situation de biofilm. On peut s'y orienter, mais c'est très difficile. Et c'est probablement difficile parce que le biofilm lui-même, la communauté microbienne elle-même au sein du biofilm est très hétérogène. C'est-à-dire certaines bactéries sont en train de pousser, d'autres sont en phase de croissance, enfin en phase stationnaire, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de pousser. Le biofilm lui-même, dans sa structure, est hétérogène. Certaines zones sont riches en nutriments, d'autres pauvres en nutriments. À la périphérie, il y a de l'oxygène. Au centre, il y en a beaucoup moins. Donc, il faut presque voir ces structures tridimensionnelles comme la position finalement de micro-niches successives. Et la résultante de tous ces vecteurs fait qu'il est difficile de dire ça, c'est une signature caractéristique via un profil transcriptionnel d'un comportement de micro-organismes appartenant donc à ces biofilms. Donc ça, c'est le premier point important à prendre en considération qui gêne un peu les recherches dans ce domaine. Le deuxième point, c'est jusqu'à présent, on a considéré les biofilms, et ça a été l'objet de beaucoup de discussions entre nous, entre collègues, est-ce que ça c'est un biofilm, est-ce que ça c'est pas un biofilm. La définition initiale était vraiment la fixation de ces micro-organismes et la formation de ces structures sur disons, des surfaces abiotiques, inanimées. Minérales, métalliques, téflon, plastique pour les objets invasifs en médecine. Mais il y avait toujours la petite hésitation à aller plus loin dans cette définition et à considérer en fait que sur des surfaces vivantes, un épithélium pulmonaire, un épithélium digestif, on pouvait aussi avoir quelque chose qui corresponde ou qui ressemble en tout cas de très près dans l'esprit, dans le comportement microbien à des biofilms. Je pense que maintenant tout le monde s'accorde à élargir un petit peu le concept et à considérer qu'à partir du moment où des communautés microbiennes denses, éventuellement complexes, s'organisent sur une interface, que ce soit une interface air liquide, que ce soit une interface air-gel, que ce soit une interface air-mucus, par exemple, à la surface de l'épithélium intestinal ou respiratoire ou dans la lumière intestinale, on est en présence très probablement de quelque chose qu'on peut considérer comme un biofilm. Vous avez ici, par exemple, à la surface d'un épithélium trachéal, un biofilm qui est formé par Aspergillus fumigatus, qui se développe et qui va donner lieu éventuellement à une aspergillose si le processus prend une tournure invasive. J'ai déjà montré pour d'autres raisons cette image que je trouve extrêmement frappante en fait de la réalité de ces communautés microbiennes. On est là dans un épithélium intestinal, vous avez la surface de l'épithélium, vous avez le mucus, la couche de mucus, et vous voyez qu'à l'interface entre cette couche de mucus et la lumière intestinale, on observe une communauté microbienne. Alors elle paraît monomicrobienne ici parce que la sonde reconnaît un seul micro-organisme qui est Bacteroides fragilis, qui est un des membres éminents, si je puis dire, de la communauté microbienne intestinale. Si on utilisait des sondes pour plusieurs micro-organismes différents, on s'apercevrait d'une multiplicité de bactéries à l'intérieur de cette communauté. Néanmoins, je pense que tout le monde s'accorde à l'heure actuelle à penser que ces communautés microbiennes qui s'établissent à l'interface entre, par exemple, un mucus épithélial et la lumière extérieure correspondent aussi, dans l'esprit, à des biofilms. Alors, biofilms et médecine. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails et mettre un peu tout ça dans une perspective qui vous montre l'importance que ça peut avoir à l'heure actuelle pour le médecin qui s'occupe d'un patient dans un hôpital.
60% des infections bactériennes, sous une forme ou sous une autre, à un moment ou un autre, vont impliquer la formation de biofilms. Ça, c'est un chiffre qui paraît très très important. Et c'est quelque chose qu'on trouve de plus en plus, et vous savez que c'est un thème récurrent à l'heure actuelle dans nos pays, en tout cas, c'est celui de l'infection nosocomiale. Dans l'Union européenne, et ce sont des chiffres qui sont maintenant donnés par le nouveau European Center for Disease Prevention and Control, qui est à Stockholm, qui couvre absolument toute l'épidémiologie des maladies infectieuses en Europe. Donc en Union européenne, on a chaque année environ 3 millions, sur une population de 550 millions d'habitants, à peu près, de cas d'infection nosocomiale qui causent 50 000 décès. C'est tout à fait considérable et c'est vraiment un type de pathologie qu'il faut prendre en considération. Aux États-Unis, compte tenu de la population, les chiffres sont à peu près similaires. Center for Disease Control d'Atlanta montre environ 2 millions par an et une centaine de milliers de décès. Et 60 à 70% de ces infections nosocomiales, ces infections acquises pendant l'hospitalisation, sont liées à l'implantation d'un dispositif médical ou chirurgical. Et en fait, aucun de ces dispositifs, en gros, n'échappe à la possibilité ou au risque d'infection, que ce soit les sondes urinaires, c'est le plus fréquent, les canules d'intubation chez les patients en réanimation, les valves cardiaques, les prothèses vasculaires et orthopédiques, les shunts cérébrovasculaires qu'on met dans le cerveau, les lentilles de contact, pour revenir à des choses beaucoup plus banales, les dispositifs intra-utérins, tout ça, ça représente un objet étranger positionné à l'intérieur de l'organisme. Et si les mesures d'hygiène indispensables à la mise en place de ces dispositifs n'ont pas été respectées, mais il existe, il reste, parce qu'on a des flores microbiennes, des pourcentages, je dirais, presque incompressibles de survenue de ce type d'infection. Malheureusement, on va voir se développer une infection nosocomiale sur ce type de dispositif étranger. Et le biofilm, qui est représenté ici, c'est un biofilm de staphylocoque sur un cathéter, est l'élément essentiel au développement. Donc, les biofilms tuent, et ça, c'est quelque chose qui, je pense, justifie et a justifié, par exemple, que Jean-Marc, il y a quelques années, développe à l'Institut Pasteur un laboratoire, je dirais, exclusivement dédié à ça. Je pense que c'est une science indispensable si on veut arriver à un moment ou à un autre à avoir une compréhension suffisante de la mise en place et de développement de ces biofilms pour pouvoir les attaquer de façon relativement intelligente et novatrice, et j'essaierai de revenir là-dessus à la fin. Donc, le cadre général de ces infections, il est, je dirais, quand même globalement dans la gravité. C'est-à-dire que le développement d'une infection dont la physiopathologie va reposer sur l'existence d'un biofilm représente en médecine une situation grave avec des conséquences importantes qui vont parfois nécessiter, vous avez tous eu ou entendu dans votre entourage, la nécessité, par exemple, d'ablation d'une prothèse de hanche du fait d'une infection qui a entraîné son décèlement. Et là, on va revenir sur la notion de résistance aux antibiotiques, la nécessité en fait d'enlever le corps étranger, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa taille, si on veut vraiment contrôler l'infection. On a des situations aussi, comme vous le voyez ici, j'ai fait un raccourci finalement. L'endocardite bactérienne n'est rien d'autre qu'une forme particulière de biofilm qui se met en place à la surface des valves cardiaques, que vous voyez ici à l'échographie par rapport à la taille de la valve. Vous voyez que ça peut être considérable. Et lorsque ces biofilms qui se forment, ils sont d'ailleurs riches en cellules inflammatoires, en plus des micro-organismes et de ces polysaccharides dont on a parlé, se fragmentent, des petits morceaux vont partir dans la circulation, puisque là on est sur la valve mitrale, donc tout ça va filer dans la circulation cardiaque, dans la circulation générale, et éventuellement s'arrêter dans des vaisseaux périphériques. Et quand le vaisseau périphérique est un vaisseau cérébral, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Et vous voyez cette formation qu'on appelait, quand j'apprenais la médecine, des anévrismes mycotiques, qui en fait ne sont pas mycotiques du tout, sont en fait la traduction de la migration de ces fragments de valves, enfin en tout cas de ces structures de biofilms qui se sont formées à la surface des valves, qui vont s'arrêter finalement au fond du fond des capillaires et donner lieu à des lésions infectieuses qui vont éventuellement donner bien entendu des complications gravissimes. Donc on est quand même dans un cadre général relativement grave, avec des situations qui sont difficiles à gérer.
du fait de ce que j'ai dit tout à l'heure, de la dynamique des biofilms. C'est-à-dire que le biofilm, outre semer ou essaimer des fragments, va aussi essaimer ces bactéries planctoniques et entraîner des récurrences infectieuses. On va avoir bien souvent des micro-organismes non cultivables, donc le diagnostic va être difficile à faire. On va entretenir des infections chroniques, on va, sur la peau, entraîner des arrêts de cicatrisation, des emboles septiques, on en a parlé, donc toute une série de complications liées à ces biofilms qui prennent une place majeure dans la problématique médicale. Et puis on peut même sauter d'un biofilm à l'autre. Vous avez, on en a parlé déjà, la plaque dentaire. Donc la plaque dentaire, c'est finalement une culture bactérienne complexe. Il y a environ 500 espèces bactériennes différentes qui se développent ici dans ce récessus qui se situe entre la gencive et la dent, et qui, lorsqu'elle est mal contrôlée, va peu à peu se développer et donner cet excès de plaque dentaire que je vous ai montré précédemment sur une diapositive. Il est clair que si vous avez à la périphérie, et c'est le cas en particulier dans le cœur, une lésion cardiaque, même non infectieuse, qui va faciliter l'accrochage éventuellement d'un micro-organisme, des soins dentaires faits sur ce type de zone vont entraîner le passage de ces micro-organismes dans la circulation, et de ce biofilm ici dentaire va venir se former un biofilm sur l'endocarde cardiaque, sur la valve ou sur une valve cardiaque, et donner cette structure que je vous ai montrée dans la diapositive précédente. Donc des processus infectieux, finalement, peuvent en gros sauter d'une structure de biofilm à une autre structure de biofilm et avoir des niveaux de gravité, bien entendu, variables, puisque ici, j'ai insisté sur les complications possibles. Donc on est vraiment dans un domaine qui est au cœur de la pathologie infectieuse. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point qui est intéressant et qui commence à émerger, en particulier dans un certain nombre de travaux, c'est le fait que ces biofilms en médecine sont vraiment des éléments d'entretien de processus inflammatoires chroniques, liés probablement au fait, et on va y revenir rapidement, qu'au sein du biofilm, les communautés microbiennes sont dans une situation finalement qui est plutôt une situation relativement anti-inflammatoire et d'échappement immunitaire. Et on reviendra sur les quelques raisons qui sont considérées à ce stade pour l'expliquer. Mais encore une fois, c'est avoir une vision relativement statique des biofilms. Le biofilm, il bouge et relâche en permanence, en particulier, des micro-organismes, on a dit planctoniques, vers la périphérie. Et donc, c'est finalement cette libération permanente à partir du biofilm tel qu'il est structuré là, soit de micro-organismes vivants, soit de micro-organismes morts, soit de PAMPs, on a déjà parlé longuement de peptidoglycanes, de lipopolysaccharides, dans l'environnement de ce biofilm ou à une plus grande distance, va entretenir un processus inflammatoire dans une forme en fait, où l'immunoéchappement n'est plus constitué par la structure du biofilm, et donc on va entretenir cette réponse inflammatoire et ces processus inflammatoires chroniques. Donc ça, c'est quelque chose qui apparaît de façon de plus en plus évidente, et on peut citer des exemples, j'en prends un seul ici. On est tous parents ou grands-parents d'enfants qui ont des problèmes d'oreille, en particulier dans les premières années de la vie. Vous avez tous entendu parler de yo-yo, de ces problèmes finalement d'otite séreuse chronique. On pensait jusqu'à présent, c'était un peu une malédiction, que certains enfants n'avaient pas de chance. Ils avaient naturellement la possibilité de développer ces problèmes d'otite interne séreuse. En réalité, on est dans le domaine des biofilms, c'est-à-dire qu'au niveau de l'oreille interne, derrière le tympan, vous voyez le tympan inflammatoire ici, ce qui se développe, c'est un biofilm qui colonise l'ensemble de la cavité, qui va prendre dans cette gangue en fait, le marteau, l'enclume et expliquer bien entendu les surdités, et qui va en même temps causer ces douleurs, ces otites récidivantes parce que le processus va régulièrement s'acutiser. Et vous voyez que si vous prenez des marqueurs, en fait, par exemple pour Haemophilus influenzae et Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque, sur ces prélèvements de ces otites séreuses, alors que souvent la culture est négative,
vous allez observer la présence de colonies microbiennes, et en particulier de ces colonies microbiennes complexes. Et si vous avez un prélèvement et que vous en faites la structure ici en microscopie confocale, vous voyez que vous reconstituez de façon tridimensionnelle exactement ce qu'était le biofilm que je vous ai montré de façon un petit peu plus théorique précédemment. Donc beaucoup de pathologies qu'on imaginait être des pathologies inflammatoires un petit peu bizarres, mystérieuses, s'avèrent en fait correspondre à des biofilms avec, encore une fois, très souvent des difficultés dans l'analyse et le diagnostic microbiologique parce que beaucoup de ces micro-organismes sont dans des phases de latence et difficiles à faire redémarrer avec les méthodes classiques microbiologiques. Alors, 3 caractères, et on reviendra un petit peu sur les explications si possible, qui caractérisent finalement les biofilms dans le monde médical. Le premier, j'aime bien le terme, c'est la récalcitrance des bactéries aux antibiotiques. On y reviendra. Une bactérie planctonique, elle a un niveau de sensibilité X aux antibiotiques. La même bactérie dans un environnement de biofilm, c'est X multiplié par 100 ou X multiplié par 1000. C'est-à-dire qu'elle est 100 ou 1000 fois plus résistante aux antibiotiques, ou en tout cas à certains antibiotiques. Donc il y a une notion de récalcitrance, parce qu'entre-temps, elle n'a pas changé, elle a les mêmes gènes, elle n'a pas eu de mutation, simplement elle est dans des conditions physiologiques différentes. Et ça, c'est un élément essentiel, parce que très souvent, ces structures de biofilms sont résistantes à la thérapeutique. Et tant qu'on ne les a pas enlevées, c'est pour ça que j'insistais sur l'ablation, par exemple, des matériels étrangers, on n'a aucune chance ou très peu de chance de guérir le patient. La deuxième notion, c'est la notion de persistance. Malgré une réponse immunitaire, malgré le fait qu'il existe des anticorps spécifiques du microbe présent dans le biofilm et ainsi de suite, cette collectivité microbienne arrive à se protéger. C'est cette immunoprotection dont j'ai parlé et on y reviendra. Et puis je n'y reviens pas parce que j'en ai déjà parlé, mais ça explique probablement largement ces comportements de récalcitrance aux antibiotiques, de persistance, c'est l'hétérogénéité de ces biofilms, en particulier l'hétérogénéité physiologique des bactéries qui constituent ces biofilms et qui expliquent qu'elles sont à un moment donné sensibles, résistantes, que ce soit un antibiotique, que ce soit éventuellement un élément important du système immunitaire. Et en fait, cette hétérogénéité probablement est un élément important dans la protection de ces bactéries et peut-être est un élément important si on parle en termes d'évolution dans le fait que ce type de mode de vie a été sélectionné par les bactéries pour s'organiser et résister finalement aux mécanismes de défense quels qu'ils soient. Donc, les travaux actuels, en tout cas les travaux, je dirais dans une certaine mesure descriptifs, montrent de plus en plus que quel que soit en médecine le biofilm que l'on considère, on est en présence de populations microbiennes souvent complexes, plusieurs espèces qui s'associent, et on a du mal à penser qu'il n'y a pas probablement quelque part une logique dans ces processus d'association et donc très probablement de symbiose. Et deuxièmement, vous voyez ici ce qui est vert, c'est des bactéries vivantes, et ce qui est rouge sont des bactéries mortes. Le fait que, encore une fois, ces biofilms sont des structures extrêmement complexes, hétérogènes, avec des bactéries qui vivent, avec des bactéries qui meurent, avec des bactéries qui sont en phase de latence, avec des bactéries qui sont incapables de croître. Enfin, il y a tout un mélange qui fait la complexité. Et finalement, la réponse immunitaire qui existe a tendance à avoir du mal à... Là, c'est le noyau d'un polynucléaire neutrophile, par exemple, qui est proche de ce biofilm, a du mal à venir s'intégrer dans ce système complexe dont, finalement, les signaux émis au système immunitaire sont probablement un petit peu difficiles à synthétiser et donc à mettre en place une réponse efficace. Alors, pour la deuxième partie de cette présentation, on va essayer de rentrer dans des aspects un tout petit peu plus analytiques et essayer finalement d'apporter quelques réponses aux questions qu'on a soulevées. L'hétérogénéité métabolique, la récalcitrance aux antibiotiques, la résistance au système immunitaire. Donc on va commencer par quelque chose peut-être d'un petit peu scolaire qui concerne les étapes successives de la formation et de la disparition totale ou partielle d'un biofilm, donc ce que j'ai appelé construction, déconstruction des biofilms, et en particulier les bases
génétique, moléculaire de ces événements. Et j'ai demandé à Jean-Marc s'il pouvait avoir la gentillesse d'insister pas mal, parce que ça, c'est vraiment au cœur du dispositif. Deuxièmement, le concept de récalcitrance aux antibiotiques, on y reviendra un petit peu. Le concept d'infection-inflammation, réponse immunitaire, et donc ce paradigme d'immuno-échappement des bactéries en biofilm. La notion éventuelle d'une extension de concept, et puis, en quelques mots, les approches éventuellement innovantes qu'on peut envisager à l'heure actuelle par une meilleure connaissance de ces biofilms pour mieux les prévenir, si tant est que ce soit possible, ou les contrôler. Donc, construction, déconstruction d'un biofilm, encore une fois, on est dans un cycle dynamique qui va de la planctonisation, le nomadisme microbien, à la sédentarité, la biofilmisation et donc la construction de ces structures tridimensionnelles complexes. Alors, pour nous, scientifiques, en tout cas pour les scientifiques qui travaillent directement sur ces sujets, il faut bien entendu avoir des modèles expérimentaux, un micro-organisme, certes, mais aussi des outils au laboratoire pour pouvoir mettre ce micro-organisme dans des conditions expérimentales qui lui permettent de faire un biofilm. Alors, il y a pas mal d'outils qui ont été développés ces dernières années. Sur ces outils finalement relativement simplifiés, mais qui représentent assez bien la structure des biofilms, ont pu être effectués des travaux de génétique, par exemple, de mutation, qui montrent que tel micro-organisme ayant subi telle mutation est incapable de faire un biofilm, et ainsi de suite. Alors, on peut regarder ces biofilms sur des surfaces inertes se former par microscopie confocale, par exemple, Vibrio cholerae, ici, le germe du choléra, fait des biofilms magnifiques, sous réserve de produire des exopolysaccharides matriciels. Si vous mettez un mutant qui ne produit plus ces exopolysaccharides matriciels, vous voyez une espèce d'ébauche de biofilms se former sur la surface, mais à aucun moment ces formations en champignons complexes qui sont liées là au fait que cette matrice polyosidique est capable de garder ensemble les bactéries et de les protéger contre un flux éventuellement qui viendrait éliminer tout ça. Alors, il y a des systèmes relativement simples sur ce qu'on appelle des micropuits, c'est-à-dire qu'on met un milieu liquide de croissance microbien, ici c'est l'air, et à l'interface air-liquide, dont on a déjà parlé, va se constituer un biofilm où, en l'absence encore une fois de matrice, par un mutant, ne va pas se constituer de biofilm. On peut avoir des interfaces plus larges ou faites différemment, mais en gros, on revient à cette même situation. On peut même, certains travaillent uniquement sur l'aspect des colonies sur agarose, parce que finalement, une colonie qui s'étale sur un substrat d'agar, c'est en gros une ébauche de formation d'un biofilm. Et une partie de la génétique a pu se faire effectivement sur cette différence de morphologie de colonies, disant oui ou non. Là, par exemple, on a encore une fois un micro-organisme type sauvage, c'est un Pseudomonas aeruginosa, un bacille pyocyanique. Et vous voyez qu'un mutant qui ne fait pas d'exopolysaccharides de surface a une morphologie totalement différente, n'a pas cet aspect ridé, frisé, complexe, en rosace. Simplement, c'est une bactérie qui pousse comme ça. On imagine un peu, finalement, vous pouvez très facilement faire un lien entre ce que vous voyez ici et là, et ce que vous voyez ici et là, bien entendu. Alors, ça, c'est des outils simples ou simplifiés, disons, mais qui permettent néanmoins de bien poser les questions, avec éventuellement, bien entendu, des choses un petit peu plus sophistiquées quand on commence à faire de la microscopie électronique, à regarder en balayage ou en transmission. Vous voyez encore une fois les bactéries, ces amas polyosidiques ici qui permettent le maintien de ces structures. On pense quand même, à l'heure actuelle, ayant fait un peu un état des lieux dans ces situations, qu'il va falloir de plus en plus complexifier un petit peu les modèles expérimentaux, complexifier les situations auxquelles on expose ces micro-organismes pour essayer de poser des questions un petit peu plus précises, car là, finalement, la lecture qu'on a, c'est une lecture finale. C'est-à-dire, il y a biofilm, il n'y a pas de biofilm. On voudrait bien savoir plus précisément, est-ce qu'il n'y a pas de biofilm parce que le micro-organisme a l'incapacité de se fixer à la surface, de la reconnaître? Est-ce que c'est parce qu'il a l'incapacité de croître, de produire de la matrice, de la maintenir? Enfin, donc après, il va falloir probablement, pas plus que probablement, il va falloir aller plus en détail dans l'analyse des processus et les outils à utiliser seront probablement, bien entendu, plus complexes. Alors, si on reprend ce modèle de Pseudomonas aeruginosa dont on a souvent parlé jusqu'à présent, y compris comme modèle
la dernière fois pour les quorum sensing, on a vu très très rapidement, grâce à ce type de micro-organisme, qu'on pouvait identifier des étapes dans le passage de cette forme nomade à cette forme sédentaire, en particulier l'étape de mobilité des micro-organismes, l'étape d'adhésion à la surface, l'étape de vie communautaire, et vous reconnaissez là le gène LASR dont je vous avais parlé, qui est un élément important du quorum sensing qui va permettre aux micro-organismes en particulier d'établir leur signalisation lorsqu'ils sont en nombre important et de se mettre à exprimer des éléments essentiels au maintien du biofilm, comme par exemple les polyosides qui vont former la matrice, en particulier ce qu'on appelle l'alginate. Donc on a des étapes initiales d'association à la surface dont les impacts sur le comportement des bactéries vont se faire surtout en réponse à cette association. Et puis on a ensuite la prise de relais par tous ces mécanismes de régulation liés au quorum sensing dont on a déjà parlé. Donc la première étape, c'est, si on veut essayer d'être un petit peu systématique, le conditionnement de la surface, c'est-à-dire le fait que le micro-organisme puisse reconnaître sur cette surface des éléments finalement biophysiques qui vont permettre cette adhésion. Donc l'absorption de macromolécules qui forment ce qu'on appelle en termes généraux un film de conditionnement, qui correspond généralement à des traces de matière organique, vont neutraliser les charges excessives, positives ou négatives, neutraliser la surface et permettre plus facilement le premier contact et ultérieurement l'adhérence de ces micro-organismes. Donc cette notion de conditionnement des surfaces, elle est importante dans la mise en place du biofilm, parce que si elle ne se fait pas, le biofilm ne se formera pas. Et il est donc très très important dans, par exemple, le milieu biomédical, lorsqu'on dessine maintenant des nouvelles substances pour faire des cathéters et autres objets invasifs, effectivement d'essayer de venir avec des nouvelles molécules qui vont au minimum ou ramener à son minimum la possibilité de conditionnement de ces surfaces par des molécules organiques. Et c'est une part très très importante de la recherche dans ce domaine à l'heure actuelle. La deuxième étape, c'est le mouvement. Donc le substrat, la surface est conditionnée. Il faut bien entendu que le micro-organisme aille se mettre en contact avec cette surface pour que puissent se mettre en place les étapes initiales. Donc la notion d'accès des bactéries à la surface conditionnée, ce qu'on appelle la chimiotaxie, la motilité, la sédimentation, tout ça, ce sont des éléments mécaniques importants dans la création de cette interface initiale. Et il est clair, c'était déjà présent sur la diapositive d'introduction sur Pseudomonas aeruginosa, que la motilité liée aux flagelles, que ce soit des flagelles monotriches ici comme Vibrio cholerae, ou des flagelles lophotriches, c'est-à-dire plusieurs flagelles ici sur ce Vibrio, ou des flagelles qui sont ce qu'on appelle péritriches, c'est-à-dire qui émergent de l'ensemble de la surface du micro-organisme, comme on voit chez Escherichia coli ou Salmonella. Ces flagelles jouent un rôle très très important dans cette mobilité et cette accessibilité, et les mutants en flagelles moins, généralement, sont très handicapés dans leur capacité de former un biofilm. Alors pourquoi ? Parce que ce système, en fait, c'est un couplage entre la perception de l'environnement et la mobilité du micro-organisme. Le micro-organisme va en permanence adapter sa mobilité à la cible, finalement, vers laquelle, par chimiotaxie, il est attiré. Et je parlais tout à l'heure de ce préconditionnement des surfaces avec des molécules organiques. Il est sûr que dans un environnement extrêmement pauvre, le micro-organisme va plutôt aller tendance à aller se mettre vers des zones où il y a éventuellement des nutriments disponibles. Et il va le sentir grâce à ce système de récepteurs de surface, soit directement, soit indirectement par des protéines qui vont fixer des sucres, par exemple, transmettre un signal par ces fameux systèmes à deux composants dont je vous ai parlé, qui vont impliquer la phosphorylation en histidine de certains résidus, et transmettre un signal qui va finalement impacter sur le moteur du flagelle,
qui est en fait un système basé sur l'hydrolyse de l'ATP et qui fonctionne sur un mécanisme de flux de protons. Et ce corps basal en fait, du flagelle est l'élément qui va assurer à la fois la mobilité par ce système rotatif qui se met en place en réponse à la stimulation, mais aussi va éventuellement inverser le mouvement et faire que la bactérie va pouvoir avancer ou reculer et réorganiser sa motilité en fonction finalement des gradients de nutriments vers lesquels elle est en train de s'orienter. Donc ça, c'est un élément essentiel, en tout cas lorsque les flagelles sont présents, dans la mise en place initiale du système. La troisième étape, c'est vraiment l'adhérence. Et donc l'attachement initial se fait par des forces électrostatiques éventuellement, des forces de Van der Waals, mais on conçoit bien intuitivement que ce sera insuffisant. Et ces micro-organismes vont avoir besoin de mettre en place des systèmes d'adhésion beaucoup plus efficaces et beaucoup plus pérennes, de manière à ce que l'ensemble de la structure puisse se mettre en place. Alors, je voudrais prendre juste rapidement deux exemples et encore une fois vous les resituer dans le concept ou dans le contexte médical. Si on prend les bactéries à gram positif, n'ayant pas de membrane externe, on en a souvent parlé, elles ont un peu de mal à mettre en place des structures complexes d'adhésion aux surfaces. Et donc, bien souvent, les streptocoques, les staphylocoques, qui sont d'ailleurs des éléments importants dans la constitution de biofilms dans l'organisme, fonctionnent en fait par, vous reconnaissez ici ce qu'on a montré souvent, la structure de peptidoglycane, par l'accrochage, par une enzyme qui s'appelle une sortase, en surface de protéines qu'on appelle des protéines de liaison à la matrice. Alors, c'est des protéines qui vont permettre, avec une faible affinité, mais comme il y en a énormément, la résultante va finalement être importante, à ces micro-organismes de se fixer au collagène, à la fibronectine, à la fibrine, à des éléments finalement de la matrice cellulaire. Je prends ici par exemple la fibronectine, c'est une molécule de 200 kDa, très très lourde, avec deux ponts disulfure ici qui forment ce dimère. Et cette molécule est organisée en globules, et le globule N-terminal ici est vraiment la zone où ce type de micro-organisme, par ces protéines de liaison, en particulier ici à la fibronectine par exemple, vont venir se fixer. Alors, pourquoi est-ce que c'est important par rapport à la notion, par exemple, de corps étrangers médicaux, de cathéters et de formation de biofilms? Parce que dès que vous introduisez dans l'organisme, et bien sûr dans des conditions d'hygiène absolue, un corps étranger comme un cathéter, il ne va pas rester inerte et il va très très rapidement fixer ces substances organiques dont on a parlé, et en particulier de la fibrine, du fibrinogène qui circulent en fait dans le sérum et qui sont présentes en permanence. Donc très vite, cette structure va changer parce qu'elle va se recouvrir de ces molécules organiques. Et donc ces molécules organiques étant présentes, elles font le lit éventuel de l'association d'un micro-organisme, soit parce qu'il a été introduit accidentellement au moment du geste d'introduction du cathéter, soit parce qu'on a parlé de soins dentaires tout à l'heure, à un moment ou à un autre, un microbe circule et puis il va aller se fixer très précisément sur cette zone-là. Donc ça, c'est, disons, une structure abiotique et la façon dont elle devient plus biologique par la fixation de ces molécules comme la fibronectine et autres. Mais on a des situations en clinique qui sont tout à fait identiques, qui, et j'en ai déjà parlé dans l'endocardite, correspondent au fait qu'une valve cardiaque abîmée, par exemple, va voir se former des cicatrices à sa surface. Cicatrices, ça veut dire plus de cellules. L'endothélium, les cellules endothéliales sont mortes, elles ont disparu, et est mis à nu finalement un tissu cicatriciel qui est formé essentiellement de ces protéines de matrice, de fibronectine, de collagène et ainsi de suite. Donc une valve cardiaque abîmée, à l'occasion d'un rhumatisme articulaire aigu, à l'occasion de plaques d'athérome qui tapent en permanence à chaque battement cardiaque, on va avoir une cicatrice. Des micro-organismes peuvent venir se fixer, et encore une fois, à l'occasion de soins dentaires, c'est pour ça qu'on dit toujours aux patients qui ont des problèmes cardiaques sous-jacents de ne pas faire de soins dentaires sans antibiotiques, vont venir se fixer et coloniser et former finalement des biofilms sur ces surfaces. Donc on a vraiment, que ce soit un corps étranger ou que ce soit une lésion cicatricielle, la formation idéale
pour que vienne s'établir, grâce à ces grammes positifs, à cause de ces grammes positifs, un biofilm et bien entendu les lésions qui s'y rapportent. Pour les grammes négatifs, on a souvent parlé, encore une fois, membrane externe, possibilité de construire des structures d'adhésion. Et les grammes négatifs ont quelque chose de très intéressant qui, d'ailleurs, est un peu à mi-chemin entre l'association, l'adhésion et la mobilité qu'on a vu à l'occasion des flagelles. Beaucoup d'entre eux, en particulier Pseudomonas aeruginosa, ont ce qu'on appelle des pilides type 4. En fait, c'est un système de sécrétion classique, entre guillemets, de protéines, la membrane interne et la membrane externe. Mais ces protéines qui sont sécrétées, au lieu d'être éliminées dans le surnageant bactérien, se monomérisent et forment ce qu'on appelle un pilus, que vous voyez ici en marquage et que vous voyez ici par la fluorescence. Et en fait, ces systèmes sont extrêmement complexes, encore une fois gouvernés par une ATPase régulée, et vont permettre à ces pilides de type 4 en fait, de s'étendre à la surface ou de se rétracter. Vous voyez celui-ci qui se rétracte, et puis il y en a un autre qui va prendre le relais, qui va se rétracter, et ainsi de suite. Donc il faut voir, encore une fois, on parlait de dynamique, les micro-organismes aussi sont extrêmement dynamiques, et il est clair que ces mouvements, ce qu'on appelle la twitching motility, qui est en rapport avec l'extension ou la rétraction de ces pilides type 4, va en permanence permettre aux micro-organismes de se réorganiser, de bouger, de se repositionner en 3 dimensions au sein de ces structures qui sont en train de se mettre en place. Et les mutants dans les pilides type 4 entraînent une incapacité majeure de ces bactéries de développer, par exemple, un biofilm. Alors la dernière étape en matière de construction de ces biofilms, c'est bien entendu l'ancrage à la surface, et c'est donc toute cette notion de nécessité de formation d'une matrice qui va prendre en compte l'ensemble de cette communauté microbienne, la stabiliser et la maintenir à la fois en termes physiques, mais aussi en termes métaboliques. Et je vous mets ici une expérience qui a été faite avec, vous avez la référence ici de Davis et collaborateurs, avec Klebsiella oxytoca, qui est une entérobactérie qui forme aussi des biofilms. Lorsqu'elle est fixée sur des particules de carbone activées avec du glutamate, qui en fait assure une organisation qui va correspondre à une succession de microbiofilms, ce travail a montré que le taux de division des bactéries était multiplié par 10, c'est-à-dire que les bactéries se divisent 10 fois plus vite que si elles sont dans une culture banale habituelle en suspension, et la consommation d'oxygène augmente à peu près du même facteur, ce qui montre que le fait que les bactéries s'établissent en biofilm augmente considérablement leur activité métabolique et leur processus physiologique de base comme la division microbienne. Donc on a quasiment, lorsque le biofilm se forme, une espèce d'évolution exponentielle du biofilm, car plus les bactéries se constituent dans ce biofilm, plus leurs activités métaboliques, leur capacité de division augmente, jusqu'à un stade qui va fixer, et sans qu'on sache très bien encore pourquoi, l'arrêt de la construction de cette structure. Et là va se mettre en place ces systèmes complexes de discussion, entre guillemets, moléculaires entre les micro-organismes, largement guidés par la perception du nombre et encore une fois par le quorum sensing. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, vous l'aurez bien entendu si vous voulez aller sur le site, simplement pour dire encore une fois, et j'en ai tellement parlé la dernière fois que je pense que ce n'est pas nécessaire que j'y revienne, qu'à partir du moment où les bactéries sont organisées en communautés denses et complexes au sein d'un biofilm, après ces modifications métaboliques en réponse aux processus d'adhésion initiaux, c'est vraiment cette notion de quorum sensing qui prend le dessus et qui va très largement réguler le mode de vie de ces micro-organismes et un certain nombre de décisions stratégiques qui vont être prises, y compris probablement à un certain moment la décision d'arrêter la construction de cette structure et de commencer éventuellement à libérer des bactéries planctoniques. Alors ce quorum sensing, il régule des choses aussi importantes, et je l'ai déjà dit, donc ce n'est pas nécessaire que je revienne en détail, que la construction de cette matrice, puisque chez Pseudomonas aeruginosa, par exemple, vous vous souvenez du gène LAS-R, gouverne
en fonction donc de quorum sensing, l'activation des gènes qui codent pour l'alginate, qui est cette capsule polyosidique. Mais il y a d'autres opérons chez Pseudomonas aeruginosa, en particulier l'opéron PEL, qui est aussi impliqué dans la construction de cette capsule polysaccharidique et qui répond à un processus de quorum sensing. Donc, cette matrice, encore une fois, qui maintient les bactéries ensemble, avec des variantes de nature de sucre, de liaison de sucre, de charge de sucre, en particulier les polyosides des matrices des bactéries à gram positif sont ce qu'on appelle zwitterioniques, c'est-à-dire qu'ils sont très bipolaires, chargés positivement à une extrémité, négativement à l'autre, ce qui joue un rôle très important dans la régulation de la réponse immunitaire, mais on n'a pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Globalement, l'idée, c'est qu'on a essentiellement cette masse d'exopolysaccharides qui vont former cette matrice avec une participation éventuellement aussi de sucre cellulaire. Elle est aussi constituée de protéines, les pilides type 4, on en a parlé, et d'acides nucléiques. Donc, je voulais juste dire quelque chose parce que, enfin, peut-être Jean-Marc en parlera, mais il semble de plus en plus quand même que l'ADN qui avait été considéré un peu de façon comme élément peut-être négligeable dans la structuration des biofilms est peut-être quelque chose de plus important qu'on ne le croit, en tout cas dans un certain nombre de situations, et en particulier lorsque les biofilms sont liés à des bactéries qui sont capables de libérer assez activement de l'ADN. Ça avait été observé de façon purement médicale en montrant par exemple que lorsqu'on traite, vous savez, le problème des enfants qui ont une mucoviscidose, le changement de vie d'un enfant qui est atteint de mucoviscidose, c'est la première infection trachéobronchique, en particulier par Staphylocoque ou Pseudomonas aeruginosa ou Burkholderia, qui sont les grandes familles bactériennes qui entraînent ces surinfections. Et à partir de là, la vie change parce qu'on a cette espèce de mucus qui en fait correspond au substrat de ces biofilms qui se forment à la surface de la trachée et des bronches et qui entraînent l'insuffisance respiratoire. Donc ça nécessite en permanence des lavages de manière, au-delà des antibiotiques, à éliminer un maximum de ce matériel. Et ce qui avait été observé, c'est que quand on rajoutait de la DNase sous forme d'aérosol, on diminuait la masse de biofilms qui étaient formés. Donc l'idée quand même que l'ADN joue un rôle important dans cette structure prend du corps, et prend d'autant plus de corps que certains auteurs ont montré récemment que non seulement l'ADN sert d'élément de structuration éventuellement au biofilm, mais il peut aussi servir à d'autres fonctions qui sont par exemple des fonctions comme l'ADN est chargé très négativement de capture de molécules antimicrobiennes. On a parlé déjà des peptides antimicrobiens qui sont des peptides cationiques. L'idée est qu'en fait l'ADN dans la matrice du biofilm servent de système de capture de ces molécules antimicrobiennes et empêchent leur accès aux bactéries. Et donc, au-delà de l'échafaudage, il y a probablement d'autres effets qui sont très très importants. Donc ça, je vais passer. Et puis il y a d'autres protéines, je pense que je vous en ai dit suffisamment et encore une fois tout ça sera disponible. Et puis la dernière étape, et j'en dirai très peu parce que je pense que Jean-Marc pourra vous en parler, c'est bien entendu l'étape ultime qui est l'étape de planctonisation, c'est-à-dire un certain nombre de ces micro-organismes vivants vont être libérés et repartir dans un cycle dont on a déjà parlé. Et il est clair que la génétique et les bases moléculaires et cellulaires de ce processus sont des éléments essentiels dans la compréhension de cette dynamique du biofilm dont on a déjà parlé. On sait maintenant que des molécules comme le cyclique DIGTP ont un rôle extrêmement important en fonction du niveau de leur régulation. Lorsque les niveaux sont élevés, on va plutôt engager un processus de vie sédentaire ou de biofilm. Lorsque les niveaux s'abaissent, on va plutôt engager un processus d'exclusion du biofilm et de vie nomadique et planctonique. Donc on est vraiment arrivé à un niveau de résolution génétique et moléculaire qui permet de commencer à comprendre ces phénomènes de dynamique au sein des biofilms, sans nécessairement toujours encore percevoir les bases, disons, environnementales qui vont faire que le système va décider d'aller dans un sens ou dans l'autre. Donc tout ça est un élément en pleine gestation scientifique, si je puis dire, sur lequel
pense Jean-Marc pourra nous apporter éventuellement d'autres lumières. En quelques minutes, je voudrais terminer sur des aspects plus pratiques, disons, que j'ai déjà mentionnés, mais que je voudrais essayer de vous montrer peut-être sous un angle un tout petit peu plus expérimental pour montrer comment les chercheurs qui travaillent dans ces domaines abordent ce type de problème. Le premier, c'est la récalcitrance aux antibiotiques des bactéries en biofilm. Donc, je vous l'ai déjà mentionné rapidement, lorsque les bactéries s'engagent en mode de croissance en biofilm, elles tolèrent des concentrations d'antibiotiques de 10 à 1000 fois supérieures à ce qu'on appelle MIC, Minimum Inhibitory Concentration, c'est-à-dire la concentration minimum d'antibiotiques qui va amener à la bactériostase, c'est-à-dire à l'arrêt de la croissance, et a fortiori éventuellement à la bactéricidie. Donc 10 à 1000 fois supérieure à des bactéries génétiquement similaires. Si vous prenez la même en biofilm, vous la mettez en culture et vous voyez la différence en termes de résistance. Donc, il y a là quelque chose qui, bien entendu, a une pertinence médicale énorme, parce qu'encore une fois, ces bactéries en biofilm sont très résistantes aux antibiotiques, mais qui pose aussi une vraie question intéressante sur le plan scientifique, parce que ça défie un petit peu les connaissances qu'on peut avoir sur les mécanismes classiques de résistance. Alors, il y a des hypothèses, il y a des certitudes. Il est fort probable qu'au fond, c'est l'association d'un certain nombre de paramètres qui fait que ces bactéries deviennent beaucoup plus résistantes. Il y a la diminution de l'accessibilité des antibiotiques par la matrice du biofilm, qui représente un peu une zone tampon, mais l'impression générale, c'est que c'est un effet plutôt mineur. Il y a l'activité accrue des pompes à efflux, c'est-à-dire que dans le biofilm, l'état métabolique d'un certain nombre de ces bactéries fait qu'elles vont activer ce qu'on appelle les pompes à efflux, qui sont des pompes qui sont nécessaires à évacuer un certain nombre de composés toxiques et qui, au passage, bien entendu, vont évacuer les antibiotiques auxquels la bactérie a été exposée. Il y a ce qu'on a déjà mentionné, l'hétérogénéité métabolique. Certains antibiotiques, les bêta-lactamines par exemple, pénicilline, l'ampicilline et les médicaments dérivés ou apparentés, ne fonctionnent, puisque ce sont des poisons entre guillemets de la division bactérienne, ce sont des molécules qui bloquent la biosynthèse du peptidoglycane, donc ne fonctionnent que sur des bactéries en phase de croissance, donc des bactéries métaboliquement actives et en croissance. Donc si la bactérie est en phase stationnaire, c'est-à-dire a fini sa croissance, elle va être beaucoup plus résistante à ces antibiotiques que la même mise dans un tube à essai en phase de croissance exponentielle. Des expressions de gènes impliqués dans la réponse générale au stress, c'est-à-dire que les bactéries et finalement les pompes à efflux en font partie, mettent en place des réseaux globaux de réponse au stress qui leur permettent, entre autres, d'être plus résistantes physiologiquement aux antibiotiques, au même titre qu'elles résistent à l'acidité, à l'anoxie ou autres. Des mécanismes de switch génétique, de transposons qui s'insèrent ou qui sortent de certains gènes, mais ça, c'est plutôt des hypothèses. Et puis, comme je le disais, des combinaisons probables de plusieurs de ces facteurs à l'arrivée. Ça, c'est juste pour vous montrer une expérience qui a été faite. Ce qui est en rouge, ce sont les bactéries. Vous reconnaissez maintenant un peu en gros la structure des biofilms. Et en vert, c'est la vancomycine, qui est marqué par BodyP, qui est un composé fluorescent. Alors, si vous mettez des bactéries en présence de vancomycine dans des conditions planctoniques, c'est-à-dire en suspension dans un tube à essai, l'accessibilité des bactéries est pour 100% d'entre elles d'environ 5 minutes. C'est-à-dire en 5 minutes, les bactéries sont saturées par la vancomycine, tel qu'on peut le voir, par exemple, si on utilise de la vancomycine fluorescente. Par contre, vous voyez ici que pour finalement accéder à la base du biofilm, et encore, puisqu'il reste une partie qui n'a pas été exposée à cette vancomycine fluorescente, il faut environ 1 heure. C'est-à-dire qu'on est dans une échelle de temps de 5 minutes à 1 heure et encore, puisqu'on définit ici probablement une sous-population bactérienne à la base du biofilm qui va peut-être jamais, ou ne va jamais voir efficacement ou une concentration suffisante de cet antibiotique. Donc vous voyez que les problèmes d'accessibilité, quand même, ils se traduisent en images et ça vous donne une vision finalement de ce que peut être dans la réalité la problématique de l'accessibilité. Donc il y a clairement
des processus de récalcitrance, et clairement, du fait de l'hétérogénéité métabolique, beaucoup des bactéries étant dans cette phase de croissance stationnaire, une situation qui fait que ces micro-organismes sont fonctionnellement résistants aux antibiotiques, même si remis dans des conditions de croissance habituelles, ils deviennent de nouveau sensibles. Alors, vous voyez ici une expérience que j'ai trouvée assez jolie, qui a été publiée très très récemment, qui montre un biofilm, tel qu'on peut l'établir dans un certain nombre de modèles relativement simples dont je vous ai parlé tout à l'heure, ici vu dessus, et là ce qu'on appelle en XZ, c'est-à-dire coupé, vu de profil, si l'on peut dire. Ce biofilm est en fait, puisqu'il est encore relativement jeune, altéré, éliminé dans une grande partie en faisant un air flush, c'est-à-dire en soufflant de l'air sur cette surface et en éliminant une grande quantité de ces bactéries qui s'étaient fixées. Et vous voyez que si vous traitez cette structure maintenant par de l'ampicilline, bêta-lactamine, de la kanamycine, un aminoglycoside ou de l'ofloxacine, on est dans des situations tout à fait différentes. Vous voyez qu'ici, ces bactéries se fichent totalement maintenant de la présence d'ampicilline dans le milieu, alors qu'elles sont sensibles si on regarde les cultures en phase planctonique. Par contre, on s'aperçoit que la kanamycine ne donne pas lieu à des persisters, qu'on appelle des persisters, et l'ofloxacine peut-être un petit peu. Mais vous voyez très bien que ça valide un petit peu l'idée de cette notion de bactéries dormantes et donc résistantes aux bêta-lactamines. Par contre, ce qui n'est pas clair, c'est pourquoi et comment ce processus se maintient aussi longtemps, puisque dans les heures qui suivent, on est là à 72 heures, ces bactéries continuent à être résistantes. Donc il y a vraiment un processus qui se met en place très tôt, et peut-être une mémoire épigénétique ou autre qui explique cette espèce de stabilité du phénotype dans les conditions de biofilm. Et finalement, pour ce qui concerne la résistance aux défenses immunitaires, on est très probablement dans des situations un petit peu similaires, c'est-à-dire que des bactéries dans des biofilms vont, comme je l'ai dit, générer une réponse immunitaire, elles sont reconnues, l'hôte sait qu'elles sont là, mais les mécanismes qui sont mis en place sont relativement inefficaces pour les éradiquer. Alors, pareil, on peut lister, si on peut dire, des possibilités d'explication. La pénétration limitée, comme pour les antibiotiques, des cellules phagocytaires, éventuellement des anticorps au sein des biofilms, et une diffusion médiocre donc, de ces anticorps. Le rôle de senseur à deux composants et d'auto-inducteur du quorum sensing, qui, vous l'avez vu la dernière fois, je vous ai expliqué que ces composants étaient sentis par le système immunitaire, par les cellules eucaryotes, et que ça altérait leur capacité de réponse. L'inhibition des propriétés phagocytaires des cellules recrutées, ça c'est probablement quelque chose de très important, je vais juste vous montrer une diapositive après, et l'inhibition des propriétés bactéricides, par exemple des effecteurs des polynucléaires, par les molécules qui sont concentrées dans la matrice du biofilm, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la neutralisation des peptides antimicrobiens. Alors il est probable que cette matrice polysaccharidique ou polyosidique qui est produite par ces micro-organismes, vous voyez ici ce côté très glissant et de cette capsule microbienne, joue un rôle énorme. On sait que ces capsules, a fortiori si elles sont concentrées et organisées comme elles le sont dans un biofilm, gênent la phagocytose. C'est un peu comme si vous prenez une savonnette mouillée dans vos mains, elle va glisser et vous n'arrivez pas à la retenir. Pour les cellules phagocytaires, c'est pareil, elles ont énormément de mal à phagocyter des bactéries encapsulées, et a fortiori, s'il faut aller les chercher au sein de cette espèce de masse de polyosides extrêmement dense et complexe, le travail du polynucléaire neutrophile va être extrêmement compliqué. Par contre, et ça c'est un élément important pour revenir à ce que je vous mentionnais sur l'inflammation, un processus qui a été démontré ces dernières années est celui de ce qu'on appelle la phagocytose frustrée. C'est-à-dire que ces polynucléaires neutrophiles qui sont incapables d'aller phagocyter, même en présence d'anticorps opsonisants, ces bactéries au sein du biofilm, vont néanmoins libérer des substances toxiques, des radicaux superoxydes, des peptides antimicrobiens, des phospholipases, des protéases. Ils s'énervent autour de tout ça, ils essayent et ils n'y arrivent pas. Et ce qu'on appelle la phagocytose frustrée, finalement, c'est cette composante à la fois d'incapacité de phagocyter et de tuer les bactéries, mais en même temps,
de pouvoir contribuer à maintenir et à développer un processus inflammatoire, d'où cette notion que je vous mentionnais au début de rôle important de ces biofilms dans le maintien de l'inflammation chronique avec toutes les complications. On parlait de l'oreille, hein, c'est exactement ce type de problème qui se passe dans ces otites séreuses chroniques. Alors, dernier point, est-ce qu'on peut et est-on autorisé à élargir le concept de biofilm? Personnellement, j'aimerais bien parce que finalement, globalement, les scientifiques, on est assez rigoureux sur les définitions, mais on aime bien de temps en temps que les choses s'avèrent pouvoir être vues sous des angles un petit peu différents. Je crois qu'il n'y a plus aucune discussion sur le fait qu'un biofilm, ce n'est pas monomicrobien. Probablement, dans la réalité, dans la nature, c'est le plus souvent plurimicrobien. Ça, c'est un premier point, donc je crois qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. La deuxième notion, c'est que ces matrices, certes, sont essentiellement produites par les bactéries, par les microbes qui les constituent, mais aussi probablement par l'hôte. Et c'est un doux mélange de substances, comme on le voit ici sur cette microphotographie qui va créer le maintien de ces structures. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est de voir, et ça revient à la notion de symbiose dont j'ai essayé de faire un peu le thème des cours cette année, c'est que ces biofilms polymicrobiens probablement existent parce qu'ils répondent à des capacités symbiotiques ou de mise en place d'interactions symbiotiques qui facilitent finalement la survie de différents micro-organismes. Je vous ai pris un seul exemple pour essayer d'illustrer ça. C'est l'exemple encore une fois, on revient à la plaque dentaire, on revient aux bases. Il y a un streptocoque qui s'appelle Streptococcus gordonii, dont le métabolisme au fond de base est de fermenter les sucres et de produire du lactate. C'est un anaérobie, il fermente, il produit du lactate. Bon, très bien. Il y a des anaérobies strictes associés dans ce type de plaque dentaire de biofilm, comme Veillonella atypica, qui en fait utilisent ces produits de fermentation, c'est-à-dire qu'elles poussent, pour être vulgaire, sur du lactate. C'est leur source de carbone principale. Donc ça peut déjà commencer à ressembler à une interaction symbiotique. Mais ça devient même finalement du mutualisme, parce que le papier est ici, les auteurs ont montré que en fait, Veillonella atypica induisait chez Streptococcus gordonii une augmentation de l'expression de l'amylase qui lui permet de dégrader les sucres et donc d'aller les métaboliser en lactate. Donc il y a une espèce de boucle, en fait, plus que symbiotique, de boucle de mutualisme qui se met en place. Et ça, je pense que c'est une nouvelle étape dans l'analyse de ces biofilms complexes dans laquelle on va rentrer très très rapidement. Pour vous montrer que ça n'est pas uniquement un problème de bactérie à bactérie, on commence à voir sortir dans la littérature des modèles de symbiose entre bactéries et levures, par exemple. Je ne reviens pas sur les éléments de quorum sensing, on en a parlé la dernière fois, peut-être jusqu'à la nausée pour certains d'entre vous. Les bactéries, comme Pseudomonas aeruginosa, produisent ce 3-oxo-C12 homocérine lactone, qui est le médiateur, l'auto-inducteur du quorum sensing. Et ce médiateur, cet auto-inducteur du quorum sensing de Pseudomonas aeruginosa, il est capable, si on le met en présence des formes invasives, c'est-à-dire des formes virulentes de Candida albicans, ce qu'on appelle les IF, qui sont des structures qui se forment à la surface de Candida albicans et qui lui permettent d'envahir les tissus, en fait de réverser cette forme invasive vers une forme qui est la forme de morphotype de cellules classiques commensales. Donc ça, c'est un bras qui permet de changer le morphotype de Candida albicans. Mais de la même façon, Candida albicans, dans cette conformation-là, si je puis dire, produit aussi une molécule de quorum sensing qui s'appelle le farnésol. Et ce farnésol, en fait, impacte sur la régulation d'un certain nombre de gènes impliqués dans la virulence de Pseudomonas aeruginosa, production de quinolone, la production de pyocyanine, par exemple, qui est une molécule qui permet au Pseudomonas aeruginosa de capter le fer. Donc il y a, même entre deux mondes prokaryotes et eucaryotes, des problématiques de symbiose et de mutualisme qui ne peuvent en fait se mettre en place qu'au sein d'un biofilm, parce qu'il n'y a guère que là que ces micro-organismes peuvent être véritablement en contact très étroit. Alors, question un tout petit peu plus
hétérodoxe, si je puis dire. Certains auteurs commencent à parler de biofilms intracellulaires. La question est de savoir si une bactérie qui se développe de façon relativement massive à l'intérieur d'une cellule forme une communauté qu'on peut considérer comme un biofilm. Alors clairement, la masse microbienne est là. Ici, on est dans un modèle, en fait, c'est le travail de Scott Hultgren à Washington University, à Saint-Louis, aux États-Unis, qui a montré que certains colis qu'on appelle uropathogènes sont capables, parce qu'ils expriment des pilides type 1 à leur surface, de rentrer dans les cellules. Ça, c'est la surface de la vessie. Donc, c'est l'épithélium vésical. Et ces bactéries rentrent dans ces cellules de la surface de l'épithélium vésical, s'y multiplient et forment ces espèces de grosses colonies. En fait, chaque élément vert, là, c'est une bactérie. Alors, bon, on peut dire que c'est simplement une masse, un paquet de bactéries à l'intérieur d'une cellule et qu'il y a probablement relativement peu lieu de parler de biofilm. Mais une des observations qu'ont fait ces auteurs, c'est qu'en réalité, le système ne s'arrête pas là. À un moment donné, au bout d'un certain temps, probablement d'une certaine masse bactérienne, encore une fois quorum sensing, ce système s'arrête et les bactéries vont finalement se disperser dans la cellule et éventuellement, certaines d'entre elles vont être éliminées par la cellule. Donc il y a une programmation qui s'est mise en place dans cette structure intracellulaire qui semble bien quand même correspondre à quelque chose qu'on pourrait éventuellement appeler un biofilm intracellulaire. Donc ça, c'est une première question, et on verra avec le temps si ces choses-là se confirment. Un autre exemple, et dernier exemple, là aussi un petit peu provocateur, c'est un travail très joli qui est publié au mois de décembre dans Nature Medicine par quelqu'un qui m'a fait l'amitié d'être là aujourd'hui, qui est Andrés Alcover. C'est le groupe d'Andrés à l'Institut Pasteur qui travaille sur des rétrovirus, en particulier le rétrovirus HTLV, et en particulier sur le fait que ces rétrovirus, pour passer éventuellement d'une cellule du système immunitaire à une autre, d'un lymphocyte CD4 à une cellule dendritique, par exemple, utilisent la synapse immunologique, qui est en fait le pont physique qui se forme entre la cellule T et la cellule dendritique pour passer d'une cellule à l'autre. Et ce que l'équipe d'Andrés a montré de façon très élégante, c'est qu'en réalité, il se formait à la surface de la cellule infectée quelque chose qu'ils ont eu le courage ou le culot, je ne sais pas, d'appeler un biofilm, mais qui correspond en fait sur le plan structurel effectivement à un biofilm, puisque les virus sont là, sous forme de cette plaque, et cette plaque est constituée de polysaccharides, de protéines matricielles comme ici le collagène, d'un certain nombre de protéines qui la structurent, de lectines comme la grine, la galectine et ainsi de suite. Donc se pose véritablement la notion ici de fait qu'un certain nombre de micro-organismes doivent leur survie à leur capacité de s'agréger et de former une structure autonome qui vont leur permettre éventuellement de passer d'une cellule à l'autre et d'aller infecter d'autres cellules. Donc on est vraiment là aussi dans une notion qu'on pourrait sans aucun problème qualifier de biofilm, même si peut-être quelque part manque la notion peut-être de communication entre les micro-organismes eux-mêmes. Je ne sais pas si ces virus sont capables de se communiquer des informations pour aller structurer et modifier éventuellement ce biofilm viral, mais personnellement, j'en ai vu tellement que le concept ne me dérange pas du tout. Dernier point et dernière diapositive, pour vous dire que tout ça peut-être va finir par nous rendre un petit peu plus intelligents dans la façon dont on s'occupe et dont on essaye de traiter les maladies infectieuses. Finalement, il y a deux façons, et je le disais au début, d'envisager l'application de cette science du biofilm et de cette connaissance du biofilm à la prise en charge et à l'amélioration de ces situations médicales parfois dramatiques. La première, qui est sans doute la plus satisfaisante, est de prévenir. En médecine, il vaut mieux prévenir que guérir, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre ça. Et donc l'idéal serait de trouver des approches, des molécules qui empêchent littéralement la formation d'un biofilm dans un organisme vivant, par exemple à la surface d'un cathéter ou d'une prothèse ou d'un objet étranger qui est introduit dans notre organisme. Alors on peut certes effectivement demander aux chimistes, aux physiciens de nous faire des alliages, des molécules extrêmement complexes qui vont être très peu sensibles finalement à cet effet de conditionnement de surface.
Je voudrais quand même citer, je pense peut-être que Jean-Marc en parlera, un très joli travail qu'ils ont publié il y a 2 ou 3 ans maintenant dans PNAS qui montre qu'un polysaccharide qui est produit par ces micro-organismes, ici Escherichia coli, est capable, purifié, caractérisé, en fait, de diminuer considérablement la capacité d'adhésion de cet Escherichia coli à un substrat. Donc il y a peut-être dans ce monde des polysaccharides complexes qu'on a plutôt rendu coupable jusqu'à présent de la formation de ces structures, un certain nombre de molécules qui peuvent aboutir à une prévention de l'adhésion des micro-organismes. L'autre façon qui est plus, non plus préemptive ou prophylactique, mais plutôt thérapeutique, est de considérer qu'effectivement, dans cette structure tridimensionnelle qui est en train de se former avec cette masse, cette densité bactérienne particulière, la communication interbactérienne est effectuée par le quorum sensing, encore une fois, et que si on arrive à perturber ce quorum sensing, c'est-à-dire faire un peu de guerre électronique, d'aller mettre au niveau de ces biofilms des molécules qui vont contrer la fonction de ces molécules, c'est-à-dire les remplacer, des équivalents stériques sur les récepteurs ou autres, on va pouvoir amener à ce que le biofilm finalement se désagrège littéralement en coupant totalement les capacités de communication intermicrobienne. Et il commence à y avoir des travaux tout à fait intéressants. Après, il y a tous les problèmes de biodisponibilité des molécules, de leur livraison directe exactement à la bonne concentration là où on voudrait qu'elles aillent. Mais ce travail de Hanser de 2003 dans le Journal of Clinical Investigation est intéressant parce qu'il montre qu'à partir de composés naturels de l'algue rouge qui s'appelle Delysea pulchra, il existe en fait des homocérines lactones qui sont des équivalents stériques de celles qui sont produites par exemple par Pseudomonas aeruginosa, mais qui ont en fait un effet négatif en termes de quorum sensing, qui bloquent l'expression des opérons essentiels dans la mise en place des conditions de structuration de biofilms. Et ce que montre cette expérience ici, maintenant je pense que vous êtes familier avec cette vision en XY et en XZ de coupe transversale, c'est que si on met un antibiotique après avoir traité ce biofilm par cette molécule C30 ou C56, qui sont en fait, encore une fois, des équivalents stériques des homocérines lactones, on rend en fait ce biofilm beaucoup plus résistant, beaucoup plus sensible dans le cas du pré-traitement à un antibiotique qui est ici un aminoglycoside qui est la tobramycine. Donc on a finalement rendu à ce biofilm sa capacité de répondre aux antibiotiques, alors que dans les conditions naturelles, sans avoir bloqué le quorum sensing, il exprimait cette situation de persistance et donc de résistance fonctionnelle aux antibiotiques. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur ce sujet, qui est encore une fois une vision un petit peu générique et sans doute très centrée sur les aspects médicaux, en complément de ce qu'on avait vu sur les processus de symbiose antérieurs. Et donc je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'encore une fois, comme d'habitude, je vous ai probablement un peu trop apporté d'informations ou de choses que vous pourrez éventuellement digérer ultérieurement, encore une fois en reprenant le texte sur le site du Collège de France.